Mr. Prime Minister, Madame. Monsieur le Premier ministre, Mr. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Chambre, Honorable members of Parliament, Mesdames et Messieurs les parlementaires and gentlemen. de la Chambre des Lords et de la Chambre des Commons, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour ce discours liminaire et j'aimerais, au nom de ma femme et en mon nom propre, vous remercier du fond du cœur. C'est un grand honneur que j'ai de parler devant ces deux chambres. Cette chambre haute, cette chambre basse, sont ici réunis dans un lieu historique. C'est là où la démocratie a émergé, et aussi celui de la consultation et de la représentation démocratique. Votre peuple, vos grands hommes, ont été une source d'inspiration pour le monde et en particulier pour mes compatriotes. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers vous. En France, Montesquieu et Rousseau se sont appuyés sur les travaux de Locke. Et les travaux de Rousseau sont souvent considérés comme les lettres aux Anglais. Mais j'aimerais être on ne peut plus clair. Je ne vais pas vous dire non plus que les Anglais, c'est eux les responsables de la Révolution française. Je dois vous dire quand même que nous adorons la monarchie, mais pas chez nous. De la Magna Carta à la Déclaration de l'indépendance américaine en 1776 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France de 1789, ces trois textes sont liés. L'ordre démocratique et l'état de droit. Et à d'innombrables reprises, ce même chemin a été forgé par une même détermination. Les Ardennes, les Vosges, les balles allemandes ont parsemé ce chemin. À tant de reprises, cela a failli dérailler au cours de nombreuses batailles, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale ou la Première. Et Monsieur le Premier ministre, cher Keir, j'aimerais vous remercier d'avoir assisté à la cérémonie de novembre dernier en l'hommage de nos anciens combattants. Le coquelicot britannique, le fleuret de France, ces symboles étaient ô combien importants et je vous en remercie du fond du cœur. Le peuple français n'oubliera jamais le sacrifice des Anglais lors des deux guerres mondiales. Leur détermination ne sera pas oubliée, ni notre entente cordiale. Nous n'oublierons jamais le sang que vos ancêtres ont coulé pour la liberté et contre la barbarie nazie. Winston Churchill était un visionnaire. Il a vu la nécessité de forger une alliance transatlantique forte, garantir un ordre européen pacifique dans lequel il croyait profondément. Il a transmis la vision d'un ordre mondial qui repose sur la force, la justice, la paix et l'intégrité. Un ordre qui aujourd'hui cependant est attaqué jour après jour. Nos démocraties sont remises en question. La guerre retourne sur notre continent. Les impulsions impérialistes sont en plein essor et des puissances cherchent à diviser notre monde. Monsieur le Président, vous et vos prédécesseurs doivent être célébrés
car vous avez toujours rappelé la valeur cardinale que peut être l'ordre et le maintien de celui-ci pour la paix. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est profondément engagé pour la défense de la liberté. À cet égard, la France et le Royaume-Uni doivent montrer que notre alliance peut déplacer des montagnes. Il faut travailler conjointement pour garantir un multilatéralisme efficace et pour protéger l'ordre international tel que nous l'avons conçu après la Seconde Guerre mondiale. Il faut tout d'abord soutenir l'Ukraine, la défendre quoi qu'il en coûte avec les Européens et les Américains, créer les conditions nécessaires à une paix durable et robuste. J'aimerais féliciter votre pays qui, dès le premier jour et même auparavant, a été un des alliés les plus fidèles de l'Ukraine. Vous avez protégé le président Zelensky et son gouvernement. Vous avez permis à leurs forces de résister, comme vous l'avez fait il y a des décennies avec mon pays. Nous avons travaillé ensemble d'arrache-pied ces dernières années pour être aux côtés du peuple ukrainien, les aider à lutter. Nous avons bien fait. À de nombreuses reprises, la Russie de Poutine a progressé en Ukraine, mais nous rejetterons toute théorie qui affirme que la force du plus fort est la meilleure. Bien au contraire. Et c'est pour cela que nous sommes engagés à créer une coalition des volontaires, qui est un symbole, le signal que les Européens n'abandonneront jamais l'Ukraine. Et qu'importe ce que les autres nous diront, nous nous battrons jusqu'au dernier moment pour avoir un cessez-le-feu, pour que les négociations puissent découler sur une paix robuste et pérenne, car c'est notre sécurité et notre principe qui sont en jeu en Ukraine. La possibilité d'une Europe pacifique, en paix. C'est pour cela que nos générations précédentes se sont battues, et c'est cela qui est en jeu, rien de moins. Et ensemble, nous serons à la hauteur. Nous avons été ensemble pour appeler à la paix au Moyen-Orient, contrecarrer cette spirale de violence depuis l'attaque terroriste par le Hamas du 7 octobre 2023. Ensemble, nous avons appelé à la libération de tous les otages. Ensemble, nous avons appelé à un cessez-le-feu à Gaza, qui est absolument urgent. Il importe de mettre un terme à la souffrance de la population à Gaza. Il nous faut une ligne claire, car sans stratégie commune, c'est toute notre sécurité et celle de la région qui est remise en question. Il y a des choses qui ne peuvent être remises en question. Et ensemble, nous savons qu'il nous faut tracer une ligne commune, la base d'une architecture commune de sécurité qui nous permettra de vivre ensemble à côté de nos voisins en paix. J'aimerais être clair. Appeler aujourd'hui à un cessez-le-feu à Gaza, sans condition, c'est dire au monde que nous, Européens, ne tolérerons un système à deux poids, deux mesures. Nous sommes attachés
à l'intégrité territoriale et à un cessez-le-feu, sans discussion. Aujourd'hui, travailler ensemble pour reconnaître l'État palestinien et initier une dynamique politique, c'est la seule voie possible vers la paix. Car depuis Oslo, en 1993, Gaza en ruine et la Cisjordanie qui est la cible d'attaques quotidiennes, la survie de l'État palestinien n'a jamais été aussi en danger. Mais reconnaître cet État, ce n'est pas juste notre devoir, c'est aussi ouvrir une perspective politique et miser sur la sécurité de la région. Voilà pourquoi la solution à deux États et la reconnaissance de l'État palestinien est, à mes yeux, la seule façon dont nous pourrons construire la paix et la stabilité dans la région. Cette approche est en ligne avec notre refus de la menace représentée par l'Iran. Pour cela, il faut résister à la tentation de recourir à la force à tout prix. Et c'est pour cela que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, en coordination avec leurs partenaires et amis, ont comme devoir d'aboutir à des négociations sur la limitation du programme nucléaire iranien à long terme, conformément au cadre de non-prolifération nucléaire. C'est le pilier de notre sécurité collective. C'est une approche cohérente et ferme qu'il nous faut adopter pour défendre nos frontières et dans le reste du monde. En Afrique, où nos deux pays ont laissé une longue histoire, il nous faut travailler sur la conciliation, la réconciliation et le refus des sphères d'influence d'autres pays déstabilisateurs. Il faut que tous les pays reconnaissent le droit international. Parmi le chaos international, l'alliance entre la France et le Royaume-Uni n'a pas battu de l'aile. Bien au contraire, elle s'est renforcée depuis ces dernières années. Elle s'est renforcée sur la sécurité et la défense. Le traité qui nous unit a montré que nous sommes prêts à coopérer sur les sujets les plus cruciaux, la souveraineté. Quand nos deux pays ont signé ce traité, certains ont osé parler d'entente frugale et des limitations de cet accord. Mais aujourd'hui, la situation ne saurait être plus éloignée de cela avec des progrès sans cesse depuis 15 ans. Et cette coopération n'en est qu'au tout début. En tant que pays européen nucléaire, qui dispose de l'arme nucléaire et qui représente 40% du budget militaire européen, il nous incombe une responsabilité toute particulière pour la sécurité européenne. Parfois, certains semblent ne pas savoir sur quel pied danser, alors que les menaces se multiplient. Mais c'est pour cela que ce sommet qui nous attend est si important et historique. Les capacités identifiées à Lancaster House il y a 15 ans doivent être revues à l'aune de la nouvelle situation géopolitique. Notre relation envers l'Europe doit évoluer et respecter cette nouvelle donne. Nous sommes deux pays, deux voisins qui jouissent d'une responsabilité toute particulière pour la sécurité du continent. Il est temps d'articuler cela. Pour ce faire, il nous faut garantir que nos deux pays continueront à se tenir côte à côte et parviendront à sauver l'Europe par notre exemple et notre solidarité. Ce sommet qui aura lieu jeudi sera l'occasion de rappeler
nos objectifs, atteindre les 3,5% de dépenses de sécurité d'ici 2030. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de réduire nos dépendances, de construire un pilier européen fort au sein de l'OTAN. Il nous faut travailler ensemble, coopérer tel que nous l'avons fait il y a quelques années au Sahel, côte à côte. Il nous faut coopérer pour construire et mettre sur pied des nouveaux programmes de commande, renforcer notre industrie, rendre notre Europe plus forte et plus interdépendante. Deuxièmement, le climat et la biodiversité sont nos objectifs. Nous luttons contre le scepticisme environnemental. Nous nous appuyons sur la science, la neutralité climatique, les énergies renouvelables, la protection des forêts, qui seront des sujets clés de la prochaine COP au Brésil. Nous travaillons aussi à la ratification du traité sur la protection des océans, la réforme des traités afférents à la protection de la planète et des océans. Nous continuons à travailler de côte à côte pour la biodiversité. Nous rapportons à la Commission en tant que franco-britannique. Et ce n'est que le début. Nous continuerons à travailler dans cette direction. Troisièmement, l'immigration. Et je sais que c'est un sujet des plus sensibles dans nos deux pays. Tant de personnes espèrent mener une meilleure vie dans nos pays, mais ce n'est pas tolérable de voir des gens à la merci des passeurs, des gens qui n'ont aucun respect pour la moindre vie humaine. La France et le Royaume-Uni ont une responsabilité conjointe de lutter contre ces problèmes liés à l'immigration. Il faudra être humain et ferme. Pour cela, il faudra une nouvelle fois miser sur la coopération. C'est la condition sine qua non pour avoir des résultats. Nos ministres y travailleront ensemble et j'aimerais saluer la coopération entre nos deux pays. Mais notre objectif est bien que la coopération franco-britannique soit la meilleure possible et ne soit pas un poids pour quiconque. C'est un effort bilatéral que nous entreprenons tous les deux. Tant de personnes cherchent à traverser tout l'espace Schengen pour arriver au Royaume-Uni. Il nous faut donc coopérer davantage au niveau européen pour lutter contre cette situation. Mieux prendre en compte les pays de transit, les nouvelles routes migratoires, prendre en compte les facteurs qui incitent à l'immigration. Et nous y arriverons ensemble, car c'est un problème conjoint pour nos deux pays. Ensuite, l'économie. Nos échanges ont repris une nouvelle vigueur. Nous avons recouvré les niveaux d'avant Brexit. Les milliers d'entreprises françaises installées au Royaume-Uni sont les deuxièmes exportateurs dans le pays. Nous voulons aller bien plus loin à l'occasion du sommet. Nous allons obtenir de nouveaux résultats, investissements et des investissements stratégiques dans l'énergie et l'espace où nous avons coopéré de longue date et où nous voulons déployer de nouveaux efforts pour une nouvelle ère. Depuis la dernière fois qu'un président français s'est exprimé devant vous, en 2008, l'Europe a changé. Déjà parce que le peuple britannique, en peuple souverain, a décidé de quitter l'Union européenne en 2016, une décision que je respecte même si nous la regrettons amèrement. Je suis le seul dirigeant européen depuis le Brexit ici même.
Et je me rends bien compte de l'importance de ce moment. Il nous a fallu quelques années pour y arriver, mais nous avons jeté là les bases solides d'une nouvelle relation après les accords dans le domaine des échanges, notamment renforcés par le cadre de Windsor. Certains d'entre nous ont travaillé d'arrache-pied sur ces textes, je m'en souviens très bien. Je soutiens les efforts de Monsieur le Premier ministre pour renforcer la confiance, développer les accords et renforcer le cadre d'échange économique. Je salue le fait que le 19 mai, nous avons pu définir une feuille de route pragmatique entre l'UE et le Royaume-Uni sur la défense, l'énergie, le climat et d'autres dossiers. Quitter l'Union européenne n'a pas voulu dire que le Royaume-Uni a quitté l'Europe. Alors, nos efforts communs ne peuvent pas être limités à l'Union européenne. Ce qui est en jeu ici en Europe est notre capacité d'endosser notre responsabilité pour assurer la sécurité de notre continent. Ce qui est en jeu aujourd'hui en Europe, c'est notre capacité à investir dans des technologies clés d'avenir, l'IA, les technologies quantiques, espace, biotech, les sources sobres en carbone et la défense, afin d'éviter les dépendances stratégiques et le désengagement qui nous mettrait en grand péril, notamment dans ce contexte de mort lente. Nous devons faire baisser les risques dans l'économie, dans nos sociétés. Le manque d'innovation est un risque, on l'a vu ces dernières décennies, comparant nos pays aux États-Unis. Nous le voyons très clairement. Nous devrons faire baisser les risques dans nos deux pays dans le domaine de la dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Je ne les mets pas sur le même plan. Nous avons quelques désaccords avec les uns et les autres, sur le climat notamment, avec la Chine, mais soyons réalistes.